présence pour cette première conférence du cycle que le comité d'histoire a organisé pour accompagner la nouvelle exposition du Petit Palais. C'est un cycle plus court que d'autres fois, avec 2 conférences au mois de juin et 2 conférences au mois de septembre. Le programme définitif de l'année prochaine sera bientôt prêt. Il ne reste plus qu'une conférence à la mairie du 11e mardi pour les autres conférences du comité d'histoire. Les conférences aux archives sont finies pour cette année, mais reprendront dès le mois de septembre. Alors pour aujourd'hui, donc pour cette première conférence, nous sommes très heureux de pouvoir écouter Laure Godinot, qui est maître de conférence à l'Université Paris 13, qui est spécialiste de la commune, et particulièrement de l'exil et du retour des exilés, auquel elle a consacré de nombreux articles. Et elle est l'auteure de La commune par ceux qui l'ont vécu, que vous pouvez lire. Bonne conférence pour cette première conférence du cycle. Donc tout d'abord, bonjour à tous et merci à vous d'être venus à cette première conférence donc, du cycle. Alors, dans le cadre de l'exposition organisée par le Petit Palais sur les artistes français en exil à Londres à partir de 1870, je voudrais revenir aujourd'hui de façon plus générale, plus globale, sur l'exil des communards après l'insurrection de 1871, donc la Commune, et la répression dont elle a fait l'objet. Cet exil a été d'une grande ampleur, à l'image d'ailleurs de la répression de la Commune, et a touché toutes les catégories sociales, tous les métiers. Il s'inscrit par ailleurs dans un siècle, le 19e siècle, qui a été un siècle de l'exil politique en Europe, et les historiens d'ailleurs s'intéressent beaucoup ces dernières années sur ce siècle d'exil et ce siècle d'asile. Je renverrai juste, pour exemple, au programme récent de recherche qui s'intitule Asile Europe 19 et qui possède d'ailleurs un site. Alors, l'exil des communards est un moment important par sa dimension numérique, sociale, géographique, puisque c'est un exil en Europe, mais également dans d'autres continents, comme l'Amérique, même si ici il s'agit d'un exil secondaire, si je pourrais dire, du point de vue numérique, voire en Océanie, puisque on peut intégrer, lorsqu'on considère l'exil de façon large, les déportations de communards condamnés en Nouvelle-Calédonie, ce que moi je ne ferai pas ici, donc je me contenterai de l'exil au sens strict, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure. Alors, un exil donc également important par sa dimension politique et sans parler de sa dimension culturelle et des transferts culturels auxquels il a pu conduire, et je renvoie précisément ici à l'exposition qui est en cours. Donc c'est pourquoi je voudrais questionner aujourd'hui cette ampleur, ces différentes facettes, en évoquant d'une part le départ et le choix des différents pays d'accueil, ensuite la vie en exil, les conditions matérielles notamment, et enfin la manière dont cet exil a été vécu, le sentiment d'exil pourrait-on dire. Et je privilégierai un petit peu Londres et la Grande-Bretagne pour être en relation avec l'exposition, et quelques cas d'artistes en particulier, mais je verrai aussi d'autres cas. Donc d'abord, pourquoi l'exil ? Je voudrais quand même rappeler rapidement quel est le contexte de cet exil, sans entrer bien sûr dans les détails de la Commune de Paris de 1871, voire des communes de province, puisque ce n'est pas l'objet de cette conférence. Donc l'exil des communards fait suite à la répression de la Commune au printemps 1871. L'insurrection parisienne a duré 2 mois, entre mars 1871 et fin mai 1871. Donc je rappellerai quelques mots sur 1870-1871. En juillet 1870, Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse. Dans la série de défaites qui s'en est suivie, le Second Empire a été emporté, la République a été proclamée, mais la guerre a continué, de même que les défaites. À la mi-septembre 1870, le siège de Paris par l'armée prussienne a commencé. Siège extrêmement dur, d'autant qu'il se situe pendant l'automne et l'hiver 1870-71.
et dans le même temps, à Paris, l'effervescence révolutionnaire monte. Finalement, le gouvernement provisoire, celui du 4 septembre, donc au moment où la République a été proclamée, se résout à signer l'armistice fin janvier 1871, une décision qui paraît comme une trahison et une capitulation honteuse pour beaucoup de Parisiens qui ont subi le siège. Dans ce contexte, en février 1871, des élections sont organisées pour élire une assemblée nationale pour signer la paix avec l'Allemagne. Or, ces élections aboutissent à une majorité monarchiste à l'Assemblée et Paris et les grandes villes de France, en revanche, ont voté majoritairement républicain. À la suite donc du conflit entre cette Assemblée et Paris, l'insurrection éclate à Paris le 18 mars. Une commune, républicaine et socialiste, pour aller vite, est élue, siège à l'hôtel de ville et rêve de mettre fin à ce qu'elle appelle le vieux monde. Elle rêve d'instaurer la vraie République, une République démocratique et sociale. Parmi les élus, donc 81 en tout, de nombreux artisans, des ouvriers, mais souvent des ouvriers des métiers d'art de Paris, donc qualifiés, par exemple ciseleurs, doreurs, dessinateurs sur étoffe, orfèvres, mais aussi des instituteurs, pharmaciens, médecins, journalistes, hommes de lettres, artistes, etc. Alors, parmi eux, parmi ces élus, bien évidemment, quelqu'un de connu, Jules Vallès, avec sa célèbre barbe, j'en parlerai tout à l'heure, donc c'est pour ça que je signale sa célèbre barbe. Et aussi, ici, on a un dessin d'Alfred le Petit pour la série Les Hommes de la Commune, Alfred le Petit étant alors extrêmement connu. Donc, Jules Vallès, qui siège à la Commune, Gustave Courbet également, toujours caricaturé de la même façon, c'est-à-dire avec la colonne Vendôme, puisqu'on l'a rendu responsable de sa destruction au moment de la Commune. Et vous voyez ici qu'il est appuyé sur la colonne à l'envers. Parmi également les élus, le chansonnier Jean-Baptiste Clément, qui est l'auteur du Temps des Cerises, ou encore Eugène Pottier, qui tient une maison de dessin sur étoffe extrêmement réputée, donc qui fait partie de ce petit peuple artisanal et qui est en même temps parolier, puisque c'est lui qui écrira en pleine répression, donc au mois de juin, alors qu'il est caché, les paroles de l'Internationale. En dehors de ces élus, les communards, ce sont aussi tous les partisans de la Commune dans la capitale, qui peuvent être des gardes nationaux, ce qu'on appelle les fédérés, qui défendent Paris, occuper aussi des fonctions administratives, être journaliste ou simplement, hommes ou femmes, soutenir la Commune d'une façon ou d'une autre. Parmi eux, par exemple, le sculpteur Jules Dalou, que l'on retrouve dans l'exposition, qui est alors âgé de 32 ans, qui est officier au 83e bataillon fédéré de la Garde nationale, qui appartient à la Fédération des artistes qui a été mise en place sous la Commune, et je pense que Jean-Louis Robert, dans la conférence de la semaine prochaine, en parlera longuement, et qui est désigné sous la Commune comme administrateur provisoire adjoint au musée du Louvre. Alors, Fédération des artistes, qui a été initiée, entre autres, par Gustave Courbet, mais à la préparation de laquelle Eugène Pottier a aussi été partie prenante, puisque cette fédération a une conception ouverte des artistes, c'est-à-dire que les artistes, ce sont les artistes peintres, mais aussi les artistes industriels, peintres sur porcelaine, dessinateurs sur étoffe, caricaturistes, etc. Donc face à ce Paris insurgé, Versailles où siège l'Assemblée nationale et où s'est réfugié le gouvernement officiel, dirigé par Adolphe Thiers, donc, qui a quitté Paris après le 18 mars. Adolphe Thiers entreprend ce qu'il appelle le second siège de Paris, donc le siège de Paris insurgé, après celui qu'a connu Paris avec l'armée prussienne, et les combats entre l'armée versaillaise et les communards commencent dès le début du mois d'avril, mais dès le 21 mai, l'armée entre dans Paris et reconquiert la capitale en une semaine dans une répression extrêmement violente, la semaine sanglante,
Enfin, le 28 mai, donc les dernières barricades des insurgés parisiens tombent. Alors, j'ai pris pour illustrer cette semaine sanglante une gravure qui est extrêmement célèbre puisqu'elle est diffusée de façon importante. Le triomphe de l'ordre, qui est une lithographie d'Ernest Picciot, qui est également appelé aussi parfois le mur des fédérés. À l'origine, il s'agit d'un tableau qui a été peint en 1875, donc en pleine période de répression, sachant que Picciot était en exil à Genève. Donc peinture aussi de l'exil. Le tableau a disparu et il ne reste plus que la lithographie. Avec la fin de la Commune et la répression de la dernière semaine de mai, commence donc l'exil. Numériquement, l'exil des communards se chiffre par milliers. Après la semaine sanglante, on compte plus de 40 000 prisonniers. En 1875, alors que l'essentiel des procès a eu lieu, les rapports sur les opérations de la justice militaire estiment que plus de 46 000 individus ont été jugés par les conseils de guerre. Plus de 10 000 condamnations ont été prononcées de façon contradictoire et plus de 3 000 par contumace. Le reste, donc, ce sont des ordonnances de non-lieu, des acquittements et des refus d'informer. Alors, on estime donc, sans pouvoir donner un chiffre précis, qu'il y aurait eu autour de 6 000 personnes qui auraient pris les chemins de l'exil, sans doute plus, des condamnés par contumace, des familles qui les suivent, des insurgés qui craignent des poursuites, un ensemble dont il faudrait retirer ceux qui, tout en étant contumaces, donc condamnés par contumace, sont restés cachés en France. Mais en fait, il semblerait qu'il y en ait assez peu. Par ailleurs, sur la dizaine de milliers de condamnations, près de 5 000 l'ont été à la déportation et à la transportation, la transportation étant réservée aux condamnés aux travaux forcés. En mars 1872, une loi fixe la Nouvelle-Calédonie comme lieu de déportation et de transportation. Et au total, de 1872 à 1878, 20 convois partent vers la Nouvelle-Calédonie, envoyant un peu plus de 3 800 condamnés dans cette colonie éloignée. Avec des distinctions selon les peines, selon que l'on est déporté simple, on est envoyé à l'île des Pins, déporté dans une enceinte fortifiée, on est envoyé à la presqu'île du Caux, et condamné au bagne, on est envoyé à l'île Nou. Alors parfois, en tout cas pour les déportés simples et déportés dans une enceinte fortifiée, ces condamnés sont rejoints par leur famille. Donc c'est un cas que je n'étudierai pas, puisque j'ai décidé de me restreindre à l'exil au sens strict, pour des raisons de cohérence, de temps, mais je pourrai y revenir, si vous le voulez, au moment des questions. Enfin, quelques condamnés sont bannis. Par exemple, le célèbre géographe Élisée Reclus. Élisée Reclus est connu pour ses positions anti-autoritaires, anarchistes. Il a été garde national sous la Commune, il a été fait prisonnier et il est condamné en novembre 1871 à la déportation simple. À la suite de cette condamnation, 2 pétitions de savants européens, notamment britanniques, se font en sa faveur et par conséquent, sa peine a été commuée en 1872 en bannissement et c'est alors qu'il s'installe en Suisse jusqu'en 1890. On compte aussi une centaine de condamnés bannis embarqués vers l'Angleterre qui sont moins célèbres qu'Élisée Reclus. Une amnistie partielle est votée en 1879, l'amnistie totale est votée en 1880. Donc, au total, pour la période 1879-1880, il y aurait eu donc entre 8 500 et 10 000 anciens communards hors de France, si l'on compte les exilés, les déportés, les bannis. Alors, parmi eux, pour ceux qui ont choisi l'exil pour fuir la répression, se pose la question du pays refuge. Quels sont les principaux pays refuges? Quelle est la place de la Grande-Bretagne dans ceux-ci? Quels sont les critères de choix qui interviennent pour l'un ou l'autre?
sachant que, j'y reviendrai, les exilés sont mobiles et peuvent tout à fait, pendant leur exil, changer plusieurs fois de pays d'accueil. Alors, dans les jours, les semaines et les mois qui suivent la semaine sanglante, l'objectif est avant tout, lorsqu'on n'a pas été pris et ou fusillé, de se cacher, de trouver un moyen de partir, de trouver un moyen de passer la frontière. C'est ce que montre par exemple le périple de Jules Vallès. Alors Jules Vallès qui, c'est pour ça que j'ai parlé de sa barbe, rase sa fameuse barbe, qu'il identifie trop facilement, et au moment de la semaine sanglante, on a fusillé plusieurs Jules Vallès barbus. Donc il rase sa barbe et il se cache à Paris jusqu'à la fin août, début septembre. Il est aidé par l'éditeur Chevalier et il passe en Belgique, puis rejoint la Grande-Bretagne. Donc départ sous un autre visage de la gare du Nord, halte dans la maison de Chevalier à Péronne, passage de la frontière à Maubeuge, et enfin l'Angleterre où, semble-t-il, il arrive à la fin de l'année 1871. Donc un périple finalement assez long, assez compliqué. Ces inquiétudes sont retranscrites par Maxime Vuillaume, qui est journaliste sous la Commune, qui est un des fondateurs du journal populaire Le Père Duchesne, et qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Mes cahiers rouges, qui est publié au début du XXe siècle, d'ailleurs qui paraît d'abord dans les cahiers de la quinzaine de Charles Péguy. Donc Maxime Vuillaume fait état de cette volonté et de cette inquiétude pour passer la frontière. Comment partir? Comment quitter Paris, la France, gagner la frontière? Mais quelle frontière? Londres, Bruxelles, Genève? Par où? Avec quel passeport? Nul ne peut voyager en chemin de fer, coucher à l'hôtel, marcher sur les routes sans passeport. On a un moment où justement ce rôle de l'État et du passeport est de plus en plus important. Cet indispensable passeport, on ne peut le demander qu'à une personne amie qui consent à prêter son nom, son identité, donc à se compromettre un peu si jamais la malchance voulait que le stratagème fût découvert. Mais il y a beaucoup d'amis, beaucoup de personnes bienveillantes pour aider ces exilés. Et Vuillaume lui-même évoque ses tribulations pour lui jusqu'à la Suisse, via la Seine-et-Marne, Troyes, Chaumont, Dole, Poligny, le passage de la borne frontière dans le Jura, ceci à chaque fois grâce à la complicité de parents, d'amis, de personnes bienveillantes. De la même façon, grâce à des complicités toujours, Jules Dalou reste caché à Paris chez ses sœurs et il part à Londres début juillet avec sa femme et sa fille pendant cette attente, donc avant de pouvoir partir, d'avoir un passeport. Bertrand Tillier, qui s'est intéressé au sujet, précise qu'il modela d'ailleurs une statuette représentant un garde national, donc en attente de partir, comme une sorte, dit-il, de catharsis émotionnelle. Passé les premiers temps, la question est de savoir comment se répartissent dans l'ensemble les exilés dans les différents lieux d'accueil et quels sont les critères qui interviennent dans le choix du pays refuge. Les terres principales de refuge sont sans surprise les pays en fait qui ont déjà servi de refuge pour les proscriptions précédentes au XIXe siècle, notamment pour celles du Second Empire. La Grande-Bretagne, la Suisse et la Belgique. Viennent ensuite des terres qui accueillent les réfugiés en nombre beaucoup moins important et qui sont souvent plus éloignées. Par exemple, la Hongrie. Alors, on a l'exemple d'un lettré, Auguste Rojar, qui devient précepteur des enfants du comte Téléqui. L'Espagne, où se réfugiera un membre de la commune, Fortuné Henry, qui est le père de l'anarchiste Émile Henry. L'Italie, où se réfugiera l'internationaliste Benoît Malon, ou le peintre Paul Millet, qui a fui à Rome. La Russie, où l'on trouve également un communard qui devient précepteur des enfants de Tolstoï. Et outre-Atlantique, les États-Unis. Eugène Potier est d'abord passé en Angleterre, puis il s'est rendu aux États-Unis où il vit comme dessinateur et professeur. Il n'existe pas d'ouvrage d'historique de synthèse sur l'ensemble de cet exil communard, mais l'on a des études historiques concernant les principaux pays d'accueil
qui permettent donc de donner une estimation du nombre de réfugiés dans ces pays. Ceci dit, ces dénombrements sont tout à fait imprécis, faute de sources. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des allées et venues entre les différents lieux de proscription. Par ailleurs, nous sommes au XIXe siècle, les sources ne s'intéressent pas beaucoup aux femmes, quand elles ne sont pas des militantes connues, sans parler des enfants qui ont suivi dans le cadre familial, voire qui sont nés en exil. Donc, de façon générale, il faut envisager une part d'inconnus qui n'ont pas laissé de traces. On estime cependant que, très approximativement, il y aurait en Grande-Bretagne un peu plus de 3000 réfugiés, familles comprises, avec un ordre de grandeur d'environ 1500 hommes, 600 femmes et 1200 enfants, et une très grande majorité de ces exilés sont installés à Londres. Pour la Belgique, l'estimation se porte à un peu plus de 1500 réfugiés de passage ou installés de façon durable, essentiellement à Bruxelles et dans les faubourgs. Le nombre de femmes et d'enfants qui ont suivi ces réfugiés est inconnu. Quant à la Suisse, l'estimation se porte à environ 2000 personnes. Les facteurs de choix sont multiples et ils se combinent diversement. Donc la proximité géographique, puisque ces trois pays sont frontaliers à la France, les politiques d'accueil, quelque chose de fondamental. Lisa Garay, qui est journaliste communard en exil à Londres et qui a écrit une célèbre histoire de la commune, qui paraît en 1876 en exil, mais qui a été rééditée en 1896, résume ainsi le choix des destinations. J'ai juste mis un petit passage. La Suisse et l'Angleterre reçurent le plus grand nombre, la Belgique n'étant pas sûre. L'accueil en Angleterre fut assez ouvert. Quelques proscrits de l'Empire restés à Londres aidèrent ceux de la commune. Donc la Grande-Bretagne est une traditionnelle terre d'asile. Dans cette lignée, le gouvernement britannique rejette dès mai-juin 1871 toute mesure d'extradition, ne donnant pas suite aux circulaires diplomatiques qui émanent du gouvernement français, donc une première circulaire du 26 mai, une deuxième du 6 juin, qui demandait justement ces extraditions. C'est un asile sûr dès le début, et cette donnée prime sur la barrière de la langue. On estime par conséquent que la plupart des réfugiés en Grande-Bretagne, notamment à Londres, sont arrivés dès la première année, dès 1871-1872, parce que c'était un asile sûr. Et cette donnée explique aussi que la Grande-Bretagne soit le pays refuge le plus fréquenté par l'élite politique de l'insurrection, les fameux chefs, là encore parce qu'il y a plus de sécurité. En effet, selon un historien anglais, Paul Martinez, la moitié au moins des réfugiés de Londres, dont le rôle a pu être identifié, le rôle sous la Commune a pu être identifié, sont des acteurs de premier plan pendant la Commune. Et si l'on regarde les élus du Conseil de la Commune, parmi la cinquantaine qui est exilée, 33 passent une partie des années de proscription en Grande-Bretagne, donc lieu de refuge de cette élite politique. Une autre raison qui explique le choix du pays refuge, qui est d'ailleurs liée à la précédente, ce sont les réseaux militants et les traditions d'exil au XIXe siècle. Tradition d'exil, par exemple à Londres, l'installation se fait principalement dans des quartiers spécifiques, dans des rues spécifiques qui correspondent aux lieux de proscription précédents. Les communautés de résidence se situent autour d'Oxford Street, de Soho, de Fitzroy Square, et il y a là un héritage et une continuité historique que l'on peut faire remonter dans le court terme à la proscription des années 1848-1851, donc proscription de la Seconde République et du Second Empire, voire dans le long terme à une période bien antérieure, puisque Soho est déjà un quartier français depuis l'immigration des Huguenots en Angleterre. Donc tradition et puis réseau, lien, car certains des exilés de 1871 ont déjà passé quelques années en Angleterre au moment du Second Empire. C'est le cas par exemple de Charles Longuet, qui est membre de l'Internationale, de l'Association internationale des travailleurs qui a été créée à Londres en 1864, qui est proche de Marx, il épousera d'ailleurs une des filles de Marx,
et qui étaient déjà en exil à Londres sous le Second Empire entre 1865 et 1867. D'autre part, comme le dit Lisa Garay, des proscrits du Second Empire qui sont restés, eux, en Grande-Bretagne, ont pu également jouer un rôle dans l'aide apportée. Il faut faire intervenir le rôle des amis aussi. Par exemple, toujours pour Jules Dalou, Jules Dalou est accueilli et hébergé dans les premiers temps à Londres par son ami de jeunesse et ancien condisciple, Alphonse Legros, qui est lui-même peintre, graveur, sculpteur et qui s'est installé à Londres en 1863. Alors, il semble néanmoins que ces réseaux interviennent surtout dans l'aide éventuelle apportée une fois qu'on est arrivé, plutôt que dans le choix du pays d'accueil. Autre facteur important, toujours dans ce choix des pays d'accueil, la proximité linguistique. Alors, c'est le cas de la Belgique. Plus grande proximité linguistique, bien sûr, que la Grande-Bretagne, mais le gouvernement belge attend 1873-1874 pour affirmer le droit d'asile. Et de 1871 à cette date, il fait des déclarations d'intention hostiles aux exilés, ce qui vaut d'ailleurs la protestation de Victor Hugo en 1871, qui est expulsé de Bruxelles pour cette raison. Puis, du fait de l'exemple anglais et de l'opposition des libéraux belges, il adopte une politique plus libérale en matière de droit d'asile. Et, même s'il est difficile d'avoir des chiffres précis, il semblerait d'ailleurs qu'un certain nombre de réfugiés, en 1874, aient quitté la Grande-Bretagne pour la Belgique, précisément pour ces raisons de proximité linguistique et parce que l'asile était devenu sûr, plus sûr en tout cas. La Suisse, notamment Genève, combine à la fois la proximité géographique, la proximité linguistique, du moins pour la Suisse romande, la tradition du droit d'asile, la possibilité de trouver du travail et l'aide possible des proscrits du Second Empire restés à Genève. Mais, en réalité, elle est géographiquement plus éloignée que la Grande-Bretagne ou que Bruxelles, et c'est pourquoi on trouve certes des exilés de la Commune de Paris, à Genève, même un certain nombre, mais aussi des exilés des communes de province, des mouvements insurrectionnels de provinces plus proches, comme Lyon, Saint-Étienne, Le Creusot, voire Marseille. Alors enfin, que peut-on dire de la composition sociale de cette proscription dans son ensemble et pour la Grande-Bretagne et Londres en particulier? Globalement, cette proscription comporte une part importante d'ouvriers, autour de 60%, et ce nombre d'ouvriers n'est pas étonnant compte tenu du caractère de l'insurrection de 1871. Ceci dit, la proportion de travailleurs manuels est moins importante pour l'ensemble des proscrits que pour l'ensemble de la population arrêtée en France. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand nombre d'ouvriers arrêtés au moment de la répression en France. Beaucoup de ces ouvriers, attention, sont à l'image du Paris insurgé, ce sont des ouvriers qualifiés des métiers d'art. Et à côté de ces ouvriers qualifiés, il existe aussi une part non négligeable d'employés et de professions libérales. Alors pour la Suisse, par exemple, l'ordre de grandeur est d'environ de 45%, pour l'ensemble de la communauté des réfugiés, de 45% d'ouvriers et de métiers manuels et autour de 40% de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les classes moyennes. Pour Bruxelles, la proportion d'ouvriers est plus importante. On a autour de 60% de travailleurs manuels et 30% de ce qu'on appellerait aujourd'hui des classes moyennes. Pour Londres, les estimations sont de 50%, un peu plus de la moitié de la proscription composée de travailleurs manuels, mais avec une forte représentation d'ouvriers qualifiés. Et Lisa Garay, toujours lui, peut écrire à propos de la relative ouverture de l'Angleterre aux exilés communards. Donc d'abord ouverture parce qu'il y a une tradition, parce qu'il y a un droit d'asile, mais il dit aussi « On savait les massacres versaillais et les Anglais comprirent quels éléments précieux cette proscription apportait. Beaucoup de ces ouvriers apportaient le secret de la fabrication et de certains commerces de Paris. » Alors, même si cette affirmation correspond à une volonté de Lisa Garay de réhabiliter les communards, cela fait aussi écho à une réalité. À Londres, je l'ai dit, s'agite une part non négligeable d'employés et de professions libérales, sans doute surreprésentées par rapport à leur part dans l'insurrection.
Cela correspond aussi au fait que Londres a accueilli dès le début plus de communards qui ont eu des fonctions politiques ou des postes administratifs relativement importants, alors qu'à Bruxelles, où il y a une part plus importante d'ouvriers, on compte plus de simples gardes nationaux et plus de simples petits fonctionnaires de la commune. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est la vie en exil pour l'ensemble de la proscription et quelles sont les distinctions, s'il y en a, géographiques, sociales, de métier ou politiques. En exil se pose tout de suite la question du travail pour vivre ou survivre. Et en Grande-Bretagne, par exemple, pour beaucoup, les premiers mois sont ceux d'un grand dénuement. Le nombre d'exilés est de plus en plus important pendant l'hiver 1871-1872. Or, l'aide se tarit, en particulier, semble-t-il, celle fournie par l'Association internationale des travailleurs, donc l'Internationale. Donc, je citerai ici une lettre d'une des filles de Marx, encore une, Jenny cette fois-ci, Jenny Marx, donc, qui écrit en décembre 1871 à propos de ces réfugiés. Leur souffrance dépasse toute description. Ils meurent littéralement de faim dans les rues de cette grande ville, la ville qui a porté le principe du chacun pour soi à son plus haut degré de perfection. Il n'y a pas lieu de s'étonner que les Anglais, qui considèrent que le fait de mourir de faim comme partie intégrante de leur glorieuse constitution, qui estiment que la liberté de mourir de faim est un privilège dont on peut être fier, ne soient guère impressionnés par l'indicible misère d'étrangers pour lesquels ils n'éprouvent pas la moindre sympathie. Depuis plus de 5 mois, l'Internationale a secouru, ou plus exactement maintenu entre la vie et la mort, la grande masse des exilés, mais ses ressources sont maintenant épuisées. Alors évidemment, on sent ici l'amour de Jenny Marx pour Londres, pour sa tradition libérale dans tous les sens. Sombre tableau dressé par Jenny Marx, mais comme partout ailleurs, en réalité, les ouvriers des métiers d'art de Paris, qui possèdent un savoir-faire recherché, sont mieux lotis que les lettrés. Lisa Garay dresse un tableau de ces ouvriers en Angleterre avec des indications nominatives que j'ai enlevées pour alléger le texte, mais l'on voit bien quel type d'ouvrier est recherché. Les ouvriers trouvèrent vite de l'emploi, beaucoup étant de l'élite, ciseleurs, peintres sur porcelaine et éventaillistes, graveurs sur métaux, sur camée, sculpteurs sur bois, sur ivoire, mécaniciens, tapissiers d'ameublement, et là j'ai laissé les noms parce que ça concerne la décoration de Londres, léments privés qui décorèrent le splendide hôtel de Richard Wallace, peintres sur vitraux, ébénistes de luxe, dessinateurs industriels et sur étoffe, feuillagistes, etc. Les femmes, une mention des femmes, ce qui n'est assez peu fréquent, couturières, fleuristes, modistes, lingères, imprégnées du goût parisien, furent aussitôt accaparés dans les ateliers et créèrent des modèles, plusieurs s'établirent. Alors là aussi, il y a un certain nombre de stéréotypes sur le goût parisien qui est recherché, mais il faut quand même reconnaître que cela correspond à une certaine réalité. Par exemple, le communard Landeck, monteur en bijoux reconnu à Paris, gagne par exemple relativement bien sa vie très rapidement. Des exilés sont employés pour encadrer les ouvriers anglais dans le domaine des fleurs artificielles, article de Paris par excellence. Certains essaient même de monter des entreprises en s'associant. Par exemple, 2 anciens élus de la commune, Johannard, qui est un ancien placier en fleurs artificielles, et Serraillet, qui est un ancien ouvrier formé en bottes, montent une affaire de fleurs artificielles. Avant de s'installer comme dessinateur de mode, j'y reviendrai, le caricaturiste Georges Pilotel, lui, se fait dessinateur sur étoffe parce que c'est là encore un métier recherché. Donc au total, à la fin 1872, au bout de cette année d'arrivée, il semble que la plupart des ouvriers exilés en Angleterre, notamment à Londres, ont trouvé un emploi. Et en 1876, au moment où en France est lancée une grande campagne pour l'amnistie, qui est lancée par les républicains radicaux, notamment par Georges Clemenceau, un des arguments qui est avancé pour obtenir cette amnistie, c'est la perte que représenterait pour Paris l'exil de ces ouvriers qualifiés,
une comparaison est d'ailleurs étant établie avec celle que connut la France au moment de l'immigration huguenote. L'Angleterre accueille aussi, je l'ai dit, une part importante de professions libérales et d'employés. Or, tout du moins dans les premiers mois, voire les premières années, les lettrés connaissent une situation pire que celle des travailleurs manuels. Ils peuvent donner des leçons de français, mais l'afflux des réfugiés crée une concurrence, donc on trouve des leçons partout à bon marché, et ce recours n'est pas forcément toujours possible et pas forcément toujours rémunérateur. Cela reste quand même une occupation assez répandue. Mais là aussi, la situation s'améliore avec les années, ce qui permet à Lisa Garay d'affirmer pour l'ensemble de la proscription en terre anglaise, donc une fois les débuts difficiles, peu à peu, chacun prit pied, plusieurs marquèrent, le grand talent de Dalou prit son essor, Tissot se fit adopter par les Anglais, Montbard entra dans les journaux illustrés, d'anciens membres de la commune, Andrieux, Proto, Léo Mélier, d'autres, La Cécilia, Dardel, Roncier, Bocquet, Régnard, professeurs aux universités, Barrère, France, à l'Académie militaire de Woolwich, Brunel, à l'école navale de Dartmouth, enseigna les enfants du prince de Galles, Martin, qui avait doté la commune d'une mitrailleuse, dirigea à Birmingham une usine considérable, 2 ouvriers des Gobelins introduirent à Old Windsor cette fabrication, Jules Vallès écrivit Jacques Vintras, inspiré de Dickens, Pascal Grousset, ses études sur l'Irlande, vantées par Gladstone. Alors, de fait, quelques exilés connaissent une vraie réussite. Par exemple, Pascal Grousset, qui est cité par Lisa Garay, qui est romancier, qui est journaliste, qui vient d'une bonne famille, hein, puisqu'il est le cousin du directeur du journal Le Temps, Ébrard, qui est un ancien élu de la commune, qui a été déporté en Nouvelle-Calédonie, mais qui s'est évadé en 1874 avec le célèbre polémiste Rochefort, et qui a rejoint Londres. Et à Londres, à partir de 1874, il se fait une place dans le milieu des lettres, où il fait des conférences appréciées. Ou encore donc Hector France, qui est également cité par Lisa Garay. Alors Hector France est le fils d'un député de 1848. Il est employé dans une banque parisienne avant la guerre de 1870. Il a été officier sous la Commune et il devient un romancier reconnu en même temps qu'un professeur de littérature à l'Académie militaire de Woolwich à partir de 1880. Lisa Garay cite aussi James Tissot et Jules Dalou, 2 artistes en exil à Londres à partir de juin 1871. James Tissot est connu avant la commune pour ses portraits de femmes. Il a exposé plusieurs fois au Salon de Paris, mais il a aussi des liens avec l'Angleterre puisqu'il a exposé à la Royal Academy de Londres et avant 1870, il a été caricaturiste pour Vanity Fair. Il arrive à Londres en juin 1871. Alors, il semblerait qu'il fuit la répression versaillaise, mais il n'a pas été condamné. On ne sait pas exactement quel était son rôle sous la Commune. Et donc, il arrive à Londres en juin 1871 et il s'y installe jusqu'en 1882. Et là, il connaît le succès, la notoriété comme peintre de la haute société victorienne au point de gagner très bien sa vie. Jules Dalou, qui lui a été condamné par contumace aux travaux forcés en 1874, donc il est déjà en exil à Londres, connaît le succès avec des œuvres qui sont exposées à la Royal Academy de Londres, qui sont acquises par la haute aristocratie anglaise, et il bénéficie même de 2 grandes commandes officielles, un monument commandé par la reine Victoria en mémoire de ses petits-enfants, donc qui est dans la chapelle privée de Frogmore près de Windsor, et le fameux La Charité, donc Charity, pour orner, qui est peut-être à l'exposition, je ne l'ai pas vu l'exposition, mais peut-être y est-elle, pour orner la fontaine publique du Royal Exchange de Londres. Alors, il faut quand même nuancer ce tableau des réussites, tant pour les ouvriers, y compris les plus qualifiés, que pour les lettrés et les artistes. Donc, ne pas avoir une vision finalement trop idyllique de cet exil à Londres ou ailleurs, une fois les difficultés des premiers temps passés. Si les exilés ont trouvé finalement un emploi, s'il y a des cas de réussite individuelle, il y a quand même une précarité assez générale pendant toutes les années d'exil. Je citerai par exemple Albert Thèse, qui est ciseleur en bronze, donc
reconnu pour son savoir-faire, ancien élu de la commune, réfugié à Londres, qui trouve très vite une place de ciseleur en bronze relativement bien payée, mais qui finalement a vécu assez difficilement parce qu'il n'a pas toujours d'ouvrage et on le voit souvent dépendre des revenus de sa femme qui tient une blanchisserie. D'autre part, la reconnaissance peut se faire après plusieurs années d'une situation médiocre. Hector France, que je viens de citer, avant d'être professeur à l'Académie militaire de Woolwich, a d'abord donné des cours de français, d'histoire, d'allemand, de dessin, de gymnastique. Il a été groom, secrétaire, et enfin il a travaillé dans un bureau où il arrivait à peine à vivre. Donc il règne globalement quand même une instabilité qui s'accompagne aussi d'un sentiment d'insécurité. Jules Vallès, lui, s'en sort relativement bien, notamment grâce au lien qu'il a maintenu avec son ami Hector Malot, l'auteur de Sans famille. Jules Vallès correspond sans cesse avec Hector Malot. Hector Malot, l'ami, s'occupe de négocier pour Vallès avec les journaux et les éditeurs français, alors que Vallès est à Londres. Et Jules Vallès, dans sa correspondance à Hector Malot, se plaint constamment de sa difficulté finalement à vivre correctement. Alors certes, il y a une posture de l'exilé, mais là encore, une certaine réalité. En fait, les situations, les conditions de vie dépendent de très nombreux facteurs, le métier d'origine, la qualification, l'âge, la faculté d'adaptation, la situation personnelle et aussi la période d'exil. De l'exil, donc début, milieu, fin, c'est assez variable. L'observation est la même pour les autres pays refuges. Alors, Lisa Garay, qui, je le rappelle, cherche à souligner la valeur des exilés, reprend pour la Suisse et la Belgique une constatation analogue à celle de l'Angleterre. On reconnu la supériorité des ouvriers parisiens dans plusieurs métiers, écrit-il. Pour la Suisse, il cite de la même manière des exemples de réussite. À Lavoine, un des délégués à l'imprimerie nationale sous la Commune, imprime des éditions de luxe en Suisse. Decron, je cite, fait de beaux travaux d'architecture, où le sculpteur Niquet travaille au théâtre de Genève. Cependant, à Genève comme à Londres, les ouvriers qualifiés ne trouvent pas forcément à s'employer dans leur spécialité et leur précarité n'est pas rare. Pour des raisons linguistiques, la grande majorité des exilés s'est installée en Suisse romande. Or, c'est la Suisse allemande qui est la plus industrialisée. D'autre part, l'industrie dominante en Suisse romande, c'est l'horlogerie et la bijouterie, qui ne peut convenir qu'à des ouvriers qui sont déjà formés. Et comme à Londres, les changements de profession ou de statut ne sont pas rares, pour tous, travailleurs manuels, lettrés, artistes, etc. Deux exemples. Clémence, donc, qui est relieur, qui est réputé pour son art à Paris à la fin du Second Empire. Il a reçu une médaille à l'exposition universelle de 1867. Travaille d'abord comme relieur en Suisse, puis au chemin de fer de la Suisse occidentale. Puis il essaie de s'installer à Londres en 1873, mais il ne parvient pas à établir un atelier de reliure. Il retourne donc en Suisse et jusqu'à son retour en France, il aurait exercé des travaux sans rapport avec sa profession d'origine. Le peintre décorateur Jules Martelet, avant de gagner Bruxelles en 1873 puis Londres en 1875, arrive en Suisse en 1871 et là, il est peintre, il donne des leçons, il est professeur de dessin au collège municipal de La Chaux-de-Fonds et aussi peintre en bâtiment. Quant aux artistes, je voudrais juste avancer ici la thèse de l'historien d'art Bertrand Tillier. Pour lui, à l'exception notoire de James Tissot, dans l'ensemble, les artistes de la proscription communard ont vécu assez difficilement. Et beaucoup ont dû partiellement ou un temps abandonner leur activité artistique personnelle. Par exemple, Largère, qui est évoqué par Lisa Garay pour la Suisse, est un artiste peintre et il devient décorateur travaillant aux décorations de la ville de Neuchâtel. Même Jules Dalou, en Grande-Bretagne, a connu des moments plus difficiles avant le succès, qu'il mentionne dans sa correspondance. Il a dû travailler par exemple comme praticien pour des sculpteurs anglais. D'autre part, Bertrand Tillier avance aussi l'idée que pour ces artistes, y compris les plus remarqués comme Jules Dalou, la période de proscription pourrait ne pas avoir favorisé leur créativité.
Bertrand Tillier remarque, par exemple, qu'une grande partie des œuvres de proscription de Dalou ne sont, je cite, que la reproduction, la traduction et la déclinaison de scènes féminines intimistes renvoyant à la production parisienne d'avant la Commune. Alors, la production parisienne d'avant la Commune, surtout la brodeuse, qui a été primée au Salon de 1870 et acquise par l'État, et effectivement, la production de proscription, ce sont les boulonnaises, des maternités, etc. Donc, effectivement, des scènes féminines intimistes. Bertrand Tillier cite bien évidemment aussi dans cette perspective le cas de Gustave Courbet, qui est exilé en Suisse à partir de 1873, non pas d'ailleurs pour sa participation directe à la Commune, mais parce qu'il est condamné à payer les frais de restauration de la colonne Vendôme, puisqu'on lui attribue la responsabilité de sa destruction, et il meurt d'ailleurs en Suisse en 1877, à la fin de décembre 1877. Alors certes, Courbet a été très productif pendant cette période, mais il est obsédé par les problèmes financiers, et il travaille beaucoup à la commande en fait, s'adjoignant même des assistants pour satisfaire les demandes. Alors quelle est la part des assistants, quelle est la part de Courbet? Bon. Et puis, je ne développe pas, mais selon Bertrand Tillier, ce sont quand même beaucoup les mêmes paysages qui reviennent pour les demandes. Donc, selon Tillier, une créativité altérée, qui n'est pas aidée d'ailleurs par les vers d'absinthe qu'aime beaucoup Gustave Courbet. Alors, au total, donc, un tableau fait de réussites et de difficultés variables qui rappellent juste que l'exil est avant tout un kaléidoscope d'humanité. Ces réflexions m'amènent, pour terminer, à la manière dont les communards ont vécu l'exil, au-delà de la manière dont ils ont vécu en exil. En dehors des conditions matérielles, se pose la question de la part de ce que représente, de ce que représente une communauté de proscrits, et d'autre part la question du sentiment d'exil, de l'imaginaire qui accompagne la proscription. Toutes les études sur l'exil politique, en particulier au XIXe siècle, aboutissent aux mêmes analyses sur les communautés de proscrits. Ce sont des communautés assez fermées sur elles-mêmes, avec des lieux de réunion, des lieux de sociabilité spécifiques, comme certains cafés, un repli sur soi qui est renforcé par la concentration de l'habitat. Par exemple, à Londres, le lieu de sociabilité, c'est le restaurant tenu par une femme de communard, Elisabeth Audinet, dans Charlotte Street, donc dans le quartier communard. On a aussi l'exemple pour Genève du fameux Café du Levant, où se réunissent la plupart des réfugiés. Or, dans ces lieux de sociabilité sont ressassés les échecs, puisque l'exil a lieu après un échec, les accusations qui vont avec, et on évoque sans cesse l'amnistie que l'on attend encore et encore. Un repli sur soi que les exilés eux-mêmes peuvent parfaitement identifier sous le terme, et j'ai mis cet extrait parce que je le trouve extrêmement extraordinaire d'une certaine façon, donc sous le terme d'exilite, la maladie de l'exil. Et c'est ici Cortepon qui écrit à Jules Vallès, Cortepon étant le surnom de Poncereau, qui est délégué à l'instruction sous la Commune, qui est lui-même exilé. Et voilà ce qu'il écrit en février 1878. L'exil, le terrible exil, développe fatalement chez ses victimes une maladie mentale particulière que j'appellerai, si vous le voulez bien, l'exilite, maladie qui trouble la vue et l'empêche de dépasser un certain rayon. On est loin, l'on piétine fébrilement sur place pendant que le temps marche, l'on rumine des colères, démodées alors, et conséquemment perdues. La pensée, s'alimentant trop exclusivement de sa propre substance, se ronge et s'étiole, et ne nous laisse plus qu'un stock sans valeur adéquate quand vient à sonner l'heure des puissantes et fécondes colères d'une époque nouvelle. Alors, bien sûr, là encore, il ne faut pas être doloriste. Bon, ces communards, par ailleurs, écrivaient très bien, il faut le reconnaître. Tous ne sont pas frappés par cette maladie. Pour certains, au contraire, l'exil est un moment de réflexion politique importante. Je pense à Benoît Malon, qui, après la défaite de la Commune, réfléchit sur la révolution, c'est-à-dire donc comment doit-on faire la révolution, comment doit-on transformer la société. Donc des moments de réflexion politique, des moments aussi de contact politique, de maturation de l'engagement,
Je n'entrerai pas ici dans les détails, mais on peut prendre l'itinéraire d'Édouard Vaillant, qui est en exil à Londres, hein, qui est proche des blanquistes et principal animateur du groupe blanquiste à Londres, et qui aura une carrière de socialiste à son retour en 1880. Donc une période là vraiment de maturation politique. La période de l'exil peut donc être aussi une période de transfert politique avec des réflexions avec d'autres militants venus d'ailleurs. Mais en dehors des militants que l'on va retrouver souvent après 1880, cet enrichissement ne semble pas concerner la majorité. À cela s'ajoute un fort sentiment d'être parisien avant tout, et c'est un véritable stéréotype. Être en exil, c'est ne pas respirer l'air révolutionnaire. Si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, c'est ne pas respirer l'air capital de Paris capitale. L'exilé développe souvent en contraste une représentation de la ville de l'exil. Alors les villes de Suisse ou Bruxelles sont considérées comme des villes de province, c'est-à-dire il ne se passe rien. Et c'est le terme employé par exemple par Jules Vallès à Arthur Arnoux. Donc Arthur Arnoux étant, lorsqu'il écrit Arthur Arnoux étant également un exilé communard mais en Suisse, en 1876, et donc Jules Vallès déclare que finalement ces villes de Suisse, y compris Genève, Bruxelles, n'ont pas plus de grandeur que Nantes ou Rouen. Donc dans son esprit, vous voyez ce que ça veut dire. Quant à Londres, on retrouve tous les éléments des représentations de la Londres victorienne, industrielle, sombre, inspirée par un imaginaire politique et social qui renvoie à l'inverse à Paris, ville lumière, ville hugolienne du peuple, ville révolutionnaire par excellence. Et Jules Vallès pousse cette représentation à son paroxysme. On le voit très bien dans sa correspondance ou dans les articles qu'il écrit en exil. Londres est décrite comme une cité inhumaine, sombre, glacée, lugubre, dit-il encore lorsqu'il s'adresse à Arthur Arnoux. Et dans un mélange de réalité et d'imaginaire, on trouve pêle-mêle la saleté de la Tamise, le ciel lugubre, le brouillard, la boue qui caractérise Londres. Or, avec cet environnement, il s'agit pour l'écrivain communard d'opposer la population soumise de la ville victorienne au peuple révolutionnaire et fier de Paris. Donc d'un côté, dans sa correspondance, dans ses articles, on a une ville lugubre où, je cite, se déplacent des gueux crasseux et alcooliques, habillés de vieux vêtements, et Vallès prend la peine de préciser que ces vieux vêtements sont ceux qui ont été portés par le maître, qui sont repris par les pauvres. Il parle de semblant d'être humain. Je cite encore, un spectacle dont le brouillard de Londres et sa boue, si épais qu'il soit, ne parviennent pas à voiler et à noyer l'horreur. Et de l'autre, je cite toujours, un peuple sain, courageux, plaisant, le peuple parisien, et la blouse parisienne, fierté vestimentaire, dit-il, de l'enfant de Paris. Fierté à l'inverse de ces vieux vêtements déjà portés et vieux vêtements signe de soumission à Londres. Un imaginaire qui est partagé par beaucoup d'exilés, le chansonnier Jean-Baptiste Clément, donc l'auteur du Temps des Cerises, évoquant dans une lettre en avril 1880 un lieu pour Londres, affreux, triste, mortel, qui semble comme une mine à ciel ouvert. Avec bien sûr une métaphore qui est constamment filée entre le côté sombre de Londres et celui de l'exil. Et même Jules Dalou, en 1879, écrit au moment où l'on débat sur l'amnistie partielle, à un de ses correspondants, « À l'amnistie, mon pauvre ami, je n'y crois pas. Je voudrais bien pourtant aller là-bas me retremper de temps en temps, car la vie que je mène ici est bien dure, je te le promets. C'est quelque chose comme l'exil et la prison ensemble. Si dans mon métier je m'efforce de faire de mon mieux, c'est pour moi seul, comme un acteur qui réciterait un monologue devant les banquettes d'une salle complètement vide, et j'ajouterai, peu éclairé si tu veux faire la part du brouillard qui s'interpose à chaque instant entre le soleil et Londres. » Une découverte de Londres qui a pourtant pu jouer un rôle dans une certaine créativité, malgré tout, et qui a pu jouer en matière de transfert culturel
cachée derrière le désespoir exprimé par les exilés. J'en reviens à Vallès. Certes, l'ombre est lugubre, etc., mais après tout, il y a bien ce rapprochement à faire entre Jacques Vintras et Dickens, donc Jacques Vintras, l'enfant, la trilogie, hein, l'enfant, le bachelier, l'insurgé, et Dickens, donc une certaine influence. Alors, pour conclure, donc, lorsque les amnisties sont votées en 1879-1880, la très grande majorité des exilés rentrent en France, même si du fait de l'absence de sources, donc il est impossible de donner des chiffres précis. Plus de 2250 contumaces bénéficient de la loi d'amnistie partielle de 1879 et la plupart des proscrits décident de rentrer immédiatement, même si l'effet de masse ne joue pas puisque ces exilés arrivent en ordre dispersé. Quant aux personnalités les plus illustres, elles bénéficient de la loi d'amnistie totale qui est votée en juillet 1880 et elles rentrent pour fêter symboliquement le 14 juillet, donc tout de suite, première célébration de la fête nationale républicaine, c'est par exemple le cas du polémiste Henri Rochefort qui rentre à Paris dès juillet, ou de l'écrivain Jules Vallès qui est accueilli gare du Nord, de là où il était parti, également pour le 14 juillet. Parmi les éléments qui entrent en jeu pour expliquer ce retour massif, l'intégration plus ou moins réussie dans le pays d'accueil, les temporalités politiques, les représentations collectives. On a vu des réussites sociales, des difficultés également, une précarité non négligeable, une relative fermeture de la communauté des proscrits, un fort sentiment d'exil et, en d'autres termes, la migration subie, contrainte, était conçue comme temporaire dans l'attente d'une amnistie et d'un retour en France. Elle s'est rarement transformée en choix. Parce qu'il faut aussi tenir compte de la temporalité de l'amnistie. 8-9 ans, 1871, 1879, 1880, c'est très long, mais en même temps suffisamment court pour envisager un retour. D'autant que la question de l'amnistie revient à intervalles réguliers sur le devant de la scène en France, entre 1871 et 1879, donc elle laisse place à des espoirs récurrents, suivis de déceptions récurrentes. Rien d'étonnant dès lors que l'exil, pour la plupart des exilés, apparaissent comme une parenthèse, et qu'en 1879-1880, la majorité des proscrits non seulement décident de rentrer, mais finalement ne maintient plus de lien avec le pays d'accueil. Seule une minorité reste dans le pays d'accueil, et globalement, ceux qui sont restés sont ceux qui ont connu une réussite professionnelle ou une intégration réussie. Alors, en Grande-Bretagne, par exemple, Hector France, professeur à l'Académie militaire de Woolwich, je l'ai déjà dit, mais il a été nommé professeur en 1880, donc l'amnistie a lieu en 1880, il reste en Grande-Bretagne jusqu'en 1895. D'autres qui sont également devenus professeurs, Brunel, professeur à l'école navale de Dartmouth, Léo Meillet, professeur en Écosse, ne rentre pas en France ou rentre bien plus tard. De même, par exemple, toujours pour citer un exemple anglais, que Victor Richard, qui lui a ouvert à Londres un magasin de produits spécialisés en provenance du continent, bien malin, magasin prospère et magasin qui accueillera des réfugiés des années postérieures jusqu'à son retour en 1895. Mais en réalité, lorsqu'on regarde sa correspondance, on peut dire oui, c'est la prospérité, c'est le fait qu'il a connu une intégration réussie. Il y a d'autres facteurs qui entrent en compte dans cette décision. Victor Richard fait lui-même part d'une certaine appréhension finalement à revenir avec 10 ans de plus dans un Paris qui a changé et qui risque de ne pas correspondre aux rêves de l'exilé. Donc, quitte à faire, puisque l'on connaît la prospérité à Londres, autant rester à Londres. Pour les artistes, pour les cas de ceux qui sont restés, je signalerai celui de Georges Pilotel, donc, qui a gagné finalement sa vie comme dessinateur de mode à Londres et qui est mort en 1918, ou James Tissot, qui certes est rentré en France en 1882, mais qui est rentré en fait après la mort de sa compagne, Kathleen Newton. Alors, pour ceux qui sont rentrés, la réinstallation a été une nouvelle histoire, faite aussi largement de déceptions, de désillusions, de réussites parfois d'ailleurs aussi, puisqu'il ne faut quand même pas être trop doloriste. Réussite par exemple d'Édouard Vaillant, grand militant socialiste après son retour,
de Jules Vallès, journaliste et écrivain jusqu'à sa mort en 1885, ou plus clairement encore de Jules Dalou, qui après des premiers temps un peu difficiles connaît une réussite vraiment dans la Troisième République. Et là, je renvoie aux collections du Petit Palais ou à la statue de la place de la Nation. Donc pour ces réinstallations, des facteurs divers ont joué comme l'âge, le type de condamnation, mais aussi précisément les conditions de l'exil et l'activité et la sociabilité pendant la proscription, ce qui montre bien qu'on a là vraiment un moment essentiel dans la vie de ces insurgés de 1871, mais aussi un moment essentiel, je dirais, pour terminer, pour la France et pour l'Europe. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce paysage londonien, suisse, belge de l'exil. Et maintenant, place aux questions de la salle. Je peux parler fort? Non, ça y est, ça vient de ce côté. Merci. Franchement, merci pour cet exposé que j'ai trouvé très vivant, vivace, alerte et puis érudit également. Par contre, c'est histoire de parler aussi, voilà. J'ai cru quand même comprendre que quand vous parlez de l'imaginaire, l'imaginaire à propos de Jules Vallès qui décrit Londres, mais c'était aussi ça, certains quartiers. Absolument. C'est ce que je dis. Hein, c'est Romney, même s'il n'était peut-être pas dans ces quartiers-là. Absolument. Quand on lit la situation des classes laborieuses en Angleterre, voilà, ce sont des lieux. Et je pense que aussi dans cette... Alors bien sûr, Paris, c'était aussi la même situation pour les ouvriers, mais je crois qu'il y a quand même cette part. Alors peut-être là, un peu d'imaginaire, pour le coup, plutôt sur Paris, parce qu'ils voyaient Paris comme une ville quand même d'ouvriers qui s'étaient révoltés. Oui. Et donc, il y avait cette idée, quand même, cet imaginaire de la révolution qu'on attache à la France. Hein. Peut-être que je me suis mal fait comprendre, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Londres, c'est la ville industrielle par excellence. Hein. Donc Londres est sale, oui, absolument, c'est la ville de la misère. C'est ce que j'ai dit, hein. En fait, on est entre réalité et imaginaire. Et alors, pour le dire autrement, c'est une réalité, mais qui est réappropriée, enfin que les communards se réapproprient pour faire un contraste avec la ville qu'ils ont quittée. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment dans les écrits, ce contraste entre, d'un côté, la population, c'est-à-dire le nombre sans lien social, c'est ça, hein, la population, et de l'autre, le peuple qui a une histoire, qui a un lien social, qui a un vécu politique, etc. Mais sur le reste, on est tout à fait d'accord, c'est la réalité de Londres. Hein. Juste pour compléter ce qu'a dit la dame, mais il n'y a pas des écrivains qui ont dit la même chose du peuple français et des Parisiens, enfin Alors il y a des vieux Parisiens. C'est une question. Est-ce qu'il y a des exilés à Paris, mais ils ne parlent pas tellement en fait des Parisiens en tant que tels. Pas forcément les exilés, mais des écrivains. Ah ben oui, il y a absolument. Ah ben oui, Parisiens, c'est ça. Oui, bien sûr. Les Parisiens, pour certains, ce sont aussi les bas-fonds, hein. Les bas-fonds qui grouillent et d'une certaine façon, on retrouve un peu la même image qu'à Londres. Sauf que, c'est ce que j'ai dit par exemple pour Lisa Gara, il y a un constant travail de réhabilitation. C'est aussi pour ça qu'il insiste autant sur ces ouvriers d'art. Hein. C'est que les ouvriers d'art, ce ne sont pas les bas-fonds. Voilà. Mais effectivement, on a toute une littérature, notamment Maxime Ducamp, bien sûr, qui insiste sur alors, les fameuses classes laborieuses, classes dangereuses, hein, qui insistent sur cette population laborieuse, dangereuse. Hein. Oui, bien sûr. Mais, moi, je voyais évidemment le point de vue des exilés communards. Là, évidemment, on est dans un autre registre, peut-être même le registre volontairement inverse. Hein. Oui, s'il vous plaît. Merci pour cet exposé.
Est-ce que la proportion donc, de Parisiens par rapport aux personnes des de nos campagnes rurales en France, et est-ce que éventuellement, à cette période-là, il y a eu des recensements à Paris qui dénombraient, je serais tentée de dire, le nombre d'hommes-femmes en fonction des métiers, et de ce fait-là, suite à ce que vous nous dites, la population de Paris a dû énormément baisser au point de vue numérique, et est-ce que justement, au niveau statistique et recensement, est-ce que c'est une période où ils ont élaboré, dirons-nous, des catégories, des différents métiers? Bon, il faut quand même voir que Paris, à la fin du Second Empire, c'est 2 millions d'habitants. Donc, 2 millions d'habitants. Sur la perte qu'a pu causer l'exil de ces ouvriers, il y a à la fois une dimension de réalité et une dimension de combat, puisque à chaque fois qu'il y a eu des recensements, notamment faits par le Conseil municipal de Paris, en réalité, c'est dans le cadre d'une volonté d'obtenir une amnistie. Et là, effectivement, dans ces recensements, ce qui est pointé, c'est le fait que Paris a perdu des ouvriers d'art, des ouvriers qualifiés. Mais bon, moi, je m'interroge toujours sur le contexte de ces recensements. Et puis, sur le fait que... Alors là, effectivement, c'est l'exil de milliers de personnes, mais Paris, c'était 2 millions d'habitants. Et alors, ceci dit, pour revenir à cette question de Paris, du sentiment d'être parisien, à la fin du Second Empire, la très grosse majorité des Parisiens sont nés en fait en province. Et ils se sentent parisiens, mais ils ont quand même... voilà. Il y en a qui sont retournés en province? Oui, il y en a qui sont retournés en province, et certains sont retournés se cacher en province, et certains, après leur retour, après leur exil, sont retournés en province. Et finalement n'ont plus rien fait, enfin, ont disparu pratiquement des sources, et ont quitté Paris pour la province. Oui, enfin voilà. Donc, un sentiment d'être parisien qui se crée aussi quand on vit à Paris. Et puis, je rajouterai, en dehors du fait que c'est 2 millions d'habitants, c'est que Paris, à la fin du Second Empire, c'est aussi un Paris extrêmement transformé par les travaux haussmanniens, qui sont en cours d'ailleurs, qui ne sont pas totalement terminés. Donc, des métiers d'art, ça c'est tout à fait clair, des ouvriers qualifiés, mais pendant l'exil entre 1870 et 1880, il y a aussi une transformation économique, pas qu'à Paris d'ailleurs, pour l'ensemble de la France, qui fait qu'on s'éloigne petit à petit de ces métiers d'art. Il y a plus d'ouvriers qui travaillent à domicile, par exemple, pour des grands magasins, pour des entreprises un peu plus grandes, etc., et qui ont moins d'indépendance, si je puis dire. Mais bon, on n'est pas encore au prolétariat moderne, pas du tout. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous donner des précisions sur les exilés en Belgique? Est-ce qu'ils n'ont fait que passer? Est-ce qu'il y en a qui se sont installés? Et lesquels? Et en quelle proportion? Alors, c'est ce que je disais, on estime qu'il y aurait à peu près 1500 exilés en Belgique, notamment à Bruxelles et dans les environs de Bruxelles. Il y a des exilés de passage, parce que c'est aussi un moyen de rejoindre la Grande-Bretagne, mais il y a aussi des gens qui se sont installés à Bruxelles. D'autre part, il y a eu aussi des liens avec les socialistes belges. Donc, il y a des militants qui sont restés à Bruxelles en liaison avec des socialistes belges. Donc là aussi, il y a eu des transferts politiques. Et puis, Lisa Garay, toujours, alors là, je ne l'ai pas pris parce que j'ai pris l'exemple de la Suisse, mais cite des exemples de réussite en Belgique, et en particulier au moment où Bruxelles est en train de se transformer du point de vue architectural, des communards qui participent à la transformation de Bruxelles. Donc, Lisa Garay fait toute une liste de communards qui auraient joué un rôle dans cette transformation urbaine de Bruxelles. Mais Bruxelles est moins connue, et puis Bruxelles, encore une fois, jusqu'en 1974, c'est compliqué parce que à chaque fois le gouvernement belge insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir des extraditions, etc. C'est pas sûr jusqu'en 1974. Ça n'empêche pas un certain nombre de gens de s'y installer. Bonjour.
Oui, ce que vous disiez sur l'apport des ouvriers français en tant qu'ouvriers qualifiés au pays dans lequel ils étaient exilés, ça m'a évoqué la tentative des patrons parisiens pour pallier le manque d'ouvriers en important des ouvriers belges, entre autres autour de la rue de Charonne. Et donc je me demandais si vous en saviez plus sur les qualifications de ces ouvriers. C'était des ouvriers qualifiés ou non qualifiés? Les Belges? Oui, les Belges. Il y avait rue de Charonne, il y a un endroit qui maintenant appartient à l'archevêché parisien, oui, et qui a été une sorte de délégation de l'archevêché belge, enfin, qui en fait servait de caution religieuse à des ouvriers belges qui ont été amenés à Paris pour pallier le manque d'ouvriers après la Commune. Alors, je ne sais pas s'ils sont qualifiés ou pas. Ce que je peux dire, c'est que la rue de Charonne et tout cet endroit-là, c'est extrêmement industrieux. Et puis, c'est l'industrie du bois. Mais industrie du bois avec tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire aussi des métiers qui peuvent être des métiers d'art, c'est-à-dire, enfin, on n'imagine pas, mais des roulettes pour les meubles, enfin, tout ce qui est industrie du meuble, en fait, plutôt que du bois, du meuble. Et alors, est-ce que ce sont, à mon avis, ce sont plutôt des ouvriers qualifiés, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire venir des ouvriers non qualifiés, hein, je pense, mais j'en sais pas plus. Et sachant que quand même, la rue de Charonne, alors, qui était à l'époque extrêmement miséreuse, mais qui était quand même un lieu de travail, et de travail proche de l'artisanat, pour le meuble essentiellement. Oui, donc je pense que c'est plutôt des... mais sans être totalement sûre. Hein. Bonjour. Que sont devenus les enfants de ces exilés? Enfin, est-ce qu'on peut espérer, par exemple, que ceux qui étaient à Londres ont appris l'anglais ou... Alors, c'est assez variable, hein, les enfants de ces exilés. Il y en a qui sont revenus. Je vous ai dit, là, le fils de Fortuné Henry, après, s'est fait connaître pour les attentats anarchistes de la fin du XIXe siècle dans le Paris de la Belle Époque. Mais plus sérieusement... donc, je n'ai pas cité ces exemples. Globalement, la majorité des exilés, une fois qu'elle est rentrée, finalement, on observe assez peu de contact avec l'ancien pays refuge. Mais j'ai trouvé un exemple, un exemple d'un enfant d'un communard exilé à Londres qui avait établi une boutique de couleurs à Londres. Et il se trouve que lui rentre en France, mais son fils, qui a grandi en exil, garde la boutique. Et c'est d'ailleurs une boutique qui, de couleur, va se transformer en boutique aussi de produits français. Donc il y a quand même des liens qui se font avec des enfants, probablement, qui restent dans le pays refuge. Alors, il y a au moins cet exemple que j'ai trouvé, et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant parce que finalement, cet homme qui revient en France, donc lui-même ouvre une boutique, mais passe son temps à aller à Londres, en fait. On va plus être scolarisé, enfin. Il y avait des écoles, il y avait des écoles ouvertes par les communards. Donc, ils étaient scolarisés. Hein. Alors, moi, j'ai deux questions, en fait. Moi. Donc, une question sur les liens avec les milieux politiques anglais à Londres, et deuxièmement sur l'accueil, parce que je sais pour Rochefort un peu, mais sur l'accueil des amnistiés une fois qu'ils sont revenus à Paris. Voilà. Alors, sur les liens politiques, on est en plein... Je ne suis pas rentrée dans les détails parce qu'on est en plein... à ce moment-là, se pose l'éclatement de la question de l'international, des conflits à l'intérieur de l'international entre donc les partisans de Marx, les anarchistes, etc. Et il y a des liens politiques, mais pas pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Vaillant. Il y a eu un colloque récemment, et puis un livre qui est sorti à la suite. Et on voit très bien que Vaillant donc, fait partie de ce qu'on appelle les blanquistes à Londres pendant la période d'exil, mais qu'il a bien sûr des liens avec Marx, avec essentiellement les marxistes d'ailleurs. Donc il y a des liens. Est-ce qu'il y a par contre, il n'y a pas tellement de liens avec les trade unions anglais.
Au fond, bon, c'est plutôt, j'allais dire, des liens internationaux à propos de l'Haïti que des liens avec les milieux politiques locaux. C'est le cas également en Suisse. Alors à Bruxelles, par contre, c'est un peu différent puisqu'il y a les socialistes belges. Mais les questions fondamentales pendant cette période, et c'est extrêmement compliqué, c'est tous les conflits à l'international autour des marxistes, des bakouninistes, donc des anarchistes, des anti-autoritaires, des proudhoniens, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors la deuxième question que je connais bien puisque j'ai travaillé là-dessus, sur l'accueil. Donc en fait, ça se fait par grappe, c'est-à-dire que les principaux moments d'accueil sont liés au retour des déportés de Nouvelle-Calédonie. Pour une raison très simple, c'est qu'ils arrivent en convoi. Donc on les voit, ils sont visibles. En plus, beaucoup ont été amnistiés par l'amnistie partielle de 1879, donc il faut le temps de rentrer, hein. Ils arrivent, donc l'amnistie partielle est votée en mars 1879, le temps de rentrer de Nouvelle-Calédonie, ils arrivent au début de l'automne 1879, septembre-octobre. Donc là, il y a plusieurs convois qui arrivent le 1er septembre, le 2 septembre, le 4 septembre, etc. D'abord à Port-Vendre et puis ensuite à Paris, en gare d'Orléans, donc l'actuelle gare d'Austerlitz. Et on est en plein combat pour l'amnistie totale. L'amnistie partielle vient d'être votée, mais pas l'amnistie totale. On est en plein combat pour l'amnistie totale et donc il y a un accueil extrêmement important de ces déportés de Nouvelle-Calédonie dans le cadre aussi du combat pour l'amnistie totale. Alors quand je dis accueil extrêmement important, ça a un sens, hein. Il y a Victor Hugo qui vient les accueillir, il y a des comités d'aide aux amnistiés, ce sont quand même, alors à la différence des exilés, ce sont des déportés qui reviennent sans rien. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Pour les exilés, ils arrivent en ordre dispersé, donc ils sont invisibles quand ils arrivent. Telle personne arrive gare du Nord, enfin bon, on ne les voit pas. Les seuls qu'on voit, d'une certaine façon, ce sont les plus connus. Rochefort, si ma mémoire est bonne, c'est le 11 ou 12 juillet, juste avant le 14 juillet 80, Vallès, etc. Et là, donc, l'amnistie totale vient d'être votée. 9 juillet, hein, la première fête nationale, c'est la première célébration du 14 juillet, c'est en 1880, donc 14 juillet, l'amnistie le 9 juillet. On est dans une perspective d'une république réconciliatrice, et donc l'amnistie totale vient d'être votée, donc là, c'est une autre dimension symbolique, c'est vraiment la réconciliation autour du retour des communards en 1880. En fait, ils sont assez peu nombreux à revenir en 1880, ce sont les plus connus. Les autres sont revenus avant. Et effectivement, Rochefort est accueilli par on estime même que non seulement ce sont des milliers de personnes, mais des dizaines de milliers de personnes qui accueillent Rochefort, qui donc par ailleurs se déplacent dans Paris. Enfin, il y a vraiment un moment extrêmement important lors du retour de Rochefort. C'est le symbole de l'amnistie des communards, mais Rochefort, c'est quelqu'un aussi d'extrêmement particulier, hein, parce que c'est un publiciste très connu à la fin du Second Empire, qui a été extrêmement critique à la fin du Second Empire, c'est un polémiste, et il a aussi cette dimension de gouaille parisienne, de polémiste parisien, donc on accueille l'ancien communard, mais on accueille aussi Rochefort. Mais en dehors de Rochefort, lorsque Jules Vallès arrive en gare du Nord en juillet 80, il est aussi accueilli de façon importante parce que, encore une fois, c'est le symbole de l'amnistie totale. Alors, on parle souvent du retour de Louise Michel, mais Louise Michel, c'est bien après, puisque Louise Michel est rentrée, d'abord elle était déportée, donc elle a été amnistiée en 80, mais le temps de rentrer de Nouvelle-Calédonie, ça met un certain temps, et en plus elle est rentrée par elle-même, pas par convoi, et elle est passée par l'Australie, enfin peu importe, donc, puis par Londres. Donc en fait, elle arrive très tard. Tous les retours sont pratiquement déjà faits. Mais quand Louise Michel revient, qui vient l'accueillir? Clémenceau, Rochefort. Donc là aussi, hein, c'est quelque chose de tout à fait symbolique. Y a-t-il d'autres questions? Je te pose une question. C'est pour le recensement de Paris.
par exemple, Passy, c'était un village qui était en dehors de Paris. Donc les arrondissements, la date. Alors, en fait, depuis 1860, toutes les communes, c'est 1860, hein, en 1860, toutes les communes limitrophes sont rattachées administrativement à Paris. Donc, 1860, Paris avant, c'est 12 arrondissements. En 1860, tous les villages autour de Paris sont rattachés à Paris. Donc, il y a Auteuil, Charonne, La Villette, enfin tout ce qui est autour de Paris. Donc la physionomie actuelle de Paris 20 arrondissements, c'est 1860. Une dernière question. Pourriez-vous expliquer le mot amnistie? Pardon. Alors, l'amnistie, c'est le fait que... vous voulez dire l'origine ou le... Ah oui. Ben, l'amnistie, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on est amnistié, il n'y a plus, on est considéré, il n'y a plus de peine. Hein. Et justement, il y a tout un débat en 1879 parce que la loi de 1879, donc la fameuse loi d'amnistie partielle, est en fait une loi de grâce amnistie. Or, donc la loi de 79, il faut d'abord être gracié pour pouvoir être amnistié. La grâce, c'est une décision du chef de l'État, une décision personnelle. Et l'amnistie, c'est une décision collective. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens émettent l'idée que cette loi d'amnistie partielle pose un vrai problème, parce que si on est amnistié, on peut pas être... Enfin, parce qu'elle sous-entend qu'il faut d'abord être gracié individuellement pour être amnistié collectivement. Donc, qu'on attribue toujours une faute individuelle aux condamnés. Tandis que l'amnistie collective, il n'y a plus cette idée de faute individuelle. Une fois qu'on est amnistié, on est amnistié. Hein. Là, vraiment, il y a vraiment beaucoup de débats sur cette question des grâces et de l'amnistie. Bonjour, une dernière petite question rapide et difficile peut-être. Vous avez parlé de réussite au retour pour certains, Vaillant, Vallès, Dalou. Mais y a-t-il des échecs retentissants, enfin de gens assez connus, à part l'aspect symbolique de Rousseau? Alors, des gens connus... Potier. Eugène Potier, hein, l'international. Eugène Potier revient en France. Il est vieux. Il est fatigué, si je puis dire. Et il explique très bien dans sa correspondance que pour lui c'est fini. C'est fini, il ne retrouve plus... il était, à la fin du Second Empire, c'était la maison de dessin sur étoffe qui était la plus réputée de Paris. Alors c'était ce qu'on appelle un petit patron, c'est-à-dire avec une frontière extrêmement ténue entre ces ouvriers d'art et le patronat, hein, parce que c'est pas des patrons tels qu'on les imagine à l'heure actuelle. Il est extrêmement qualifié et lorsqu'il revient, donc il y a beaucoup de lettres, il écrit un certain nombre de lettres où il explique qu'il ne pourra pas se réinstaller. C'est fini pour lui, il ne se réinstallera pas. Donc il écrit un certain nombre de poèmes, hein, il est assez productif de ce point de vue-là, mais pas du point de vue professionnel. Il y en a un certain nombre qui meurent aussi assez rapidement. Thèse meurt, donc ceux dont j'ai parlé pour Londres, Sizzler en bronze, meurt dès son retour pratiquement. Oui, il y en a beaucoup en fait soit qui disparaissent totalement des sources. Alors c'est quand même très étonnant parce que c'est quand même... Bon, alors certes, parmi les élus de la commune, il y avait beaucoup d'inconnus. Mais c'était des militants, malgré tout, locaux, connus dans leur quartier, dans les réunions publiques. Et puis ils ont quand même été exilés, hein, malgré tout. Ils ont quand même connu la commune, l'exil. Et il y en a, une fois qu'ils rendent des sources... Alors ils sont amnistiés, ils disparaissent totalement des sources. On ne les retrouve pas. Certains, on les voit apparaître dans quelques réunions locales, mais plus du tout d'action politique nationale. Et puis professionnellement, ça pose un vrai problème, d'autant que, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'industrie a changé. L'industrie a changé en l'espace de 10 ans, Paris a changé. Donc il y a un vrai décalage entre ce qu'ils faisaient eux et ce qui commence à se faire dans le Paris des années 1880.
Et puis, il y a une crise économique en 1882, alors là, ça rajoute encore dans les difficultés professionnelles. Bon, je ne voudrais pas être trop doloriste, mais j'ai fait une thèse sur le retour des communards, et à ma soutenance de thèse, on m'a expliqué que j'avais écrit une histoire triste, donc j'ai essayé de ne pas être trop triste quand même. Bon, même si on finit sur ce point, merci beaucoup.